Et bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ground Frequency, le podcast de l'Aéroclub de France. Ce soir, on va parler de fêtes aériennes et pour m'accompagner, Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexandre. Alors, t'es prêt pour partir sur une heure de belle émission, à parler de passion, à parler de vintage aircraft, de Warbirds? Tout à fait, on va parler de patrimoine aéronautique et on a pour cela un invité très bien placé pour nous en parler. Donc on reçoit ce soir Cyril Valente. Alors entre autres, tu es président de la JBS depuis 15 ans. Tu me corrigeras après si c'est à une ou deux années près, mais dans l'idée c'est depuis très longtemps président de la JBS. Et tu œuvres donc dans l'ombre pour pérenniser un gros patrimoine aéronautique, donc via la JBS, l'amicale Jean-Baptiste Salis. Et surtout, tu es donc organisateur du meeting Le Temps des Hélices. Voilà, bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci de votre invitation. Et merci à toi de venir dans l'émission. Donc on va pouvoir balayer un petit peu toute ta carrière, enfin voilà, tout ce qui s'est passé dans ta vie aéronautique. Comment est-ce que tu l'as découvert, comment est-ce que tu es entré à la JBS, et puis ensuite en apprendre plein sur le meeting. Et aussi on va voir un petit peu comment ça s'organise une édition, comment est-ce que tous les passionnés peuvent admirer des avions pendant 2 jours d'édition. Ça va après pour cette heure d'émission et prêt à nous partager plein de petites coulisses du meeting, entre autres. Et du coup, je propose qu'on commence. Alors déjà, dis-nous, comment est-ce que tu as découvert l'aviation ? Alors, tout simplement par la fête aérienne de la Ferté-Alais. En fait, mes parents habitaient dans le secteur. Ils n'étaient pas du tout du milieu aérien ou passionnés par l'aviation, mais dès tout petit, j'ai des images, je vais avoir 4-5 ans, où je suis en train de filmer à caméra à l'époque en vidéo 8. Et tous les ans, mes parents venaient en spectateur voir les meetings aériens. Donc ça m'a donné le goût de l'aviation, l'envie de l'aviation. Okay. Puis après, tu grandis, tu commences par les maquettes. Voilà, mais il y a toujours eu... Je sais j'ai eu un vrai déclic sur l'aviation, sur un meeting d'aéromodélisme. Okay. Et il y avait un Storch qui est venu se faire un touch sur la piste. Et ça, je crois que c'est dans ma mémoire, c'est toujours cet avion avant le... Alors, en plus, cet avion, c'est un avion particulier pour moi, mais c'est vraiment l'image qui reste, qui me marque, et je pense qui est le départ de cette passion pour l'aviation. Alors, je suis pas, on va dire, un historien ou un passionné sur le détail. Moi, c'est plus l'organisation, la pérennisation de ces collections. Et voilà, c'est ça qui me... C'est mon moteur. Et ton premier contact avec l'aviation, ça a été directement via le patrimoine, via ce meeting? Non, j'ai commencé en aéroclub. J'ai passé un brevet de pilote à 18 ans à l'aéroclub de Montargis, donc un club du Gâtinais. J'ai piloté quelques années. Ensuite, on commence à travailler, on a moins de temps, la famille, tout ça c'est un peu délité. Mais j'étais quand même membre du bureau du club. T'avais déjà un investissement associatif. J'avais un investissement. J'ai toujours eu des investissements associatifs, donc j'avais un peu cet investissement associatif. Et puis au fil du temps, la vie a fait que j'ai changé de profession. Puis au début, j'étais dans l'aéronautique. Alors, tu nous donner un peu. Donc au début, tu as commencé, donc tu as pilote privé, et tu t'es lancé dans l'aéronautique en pro aussi. Quand j'ai fini mes études, à l'époque, mon père était artisan et je voulais travailler avec lui. Il m'avait dit non, tu as fait des études. J'étais technicien, j'ai un DUT. Et je lui ai dit écoute, j'envoie dans des compagnies aériennes. Si je suis pris, je suis pris. Si je suis pas pris, je viens travailler avec toi. Et puis finalement, j'étais pris dans une compagnie qui s'appelle UTA. Malheureusement, elle n'existe pas. Donc, j'ai travaillé quelques années dans cette compagnie où j'ai très bien évolué parce que j'avais un poste intéressant et j'étais responsable de la TAR-32 pour l'entretien des 747 pour tout le groupe KSSU. Donc, c'était quand même assez valorisant. Mais bon, il y avait Air France qui arrivait et je pensais que j'avais pas trop ma place n'étant pas à un niveau d'ingénieur. Et je suis reparti dans l'artisanat et donc depuis plus de 30 ans, je suis artisan, je fabrique des fenêtres. Donc ça n'a plus rien à voir avec... T'as fait ta reconversion pro, mais du coup, t'avais ta licence de mécanicien aéro et tu... non, parce que moi, j'étais bureau d'études. Du coup, tu pilotais les maintenances, vous faisiez quoi comme type d'appareil du coup? Alors moi, j'étais spécialisé 747. 747, ok, donc tu as vu passer tous les 747. Voilà, j'ai eu la chance d'aller chercher le premier 747-400 et de travailler sur le provisioning du 747-400 pour UTA. Génial. Voilà. C'était une expérience de faire partie de ce qu'on appelait le comité d'accueil, puisqu'au début, le
premier avion, quand il est arrivé, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Enfin, il y avait pas mal de soucis. Il fallait des spécialistes à chaque démarrage de l'avion. Enfin, on avait été formés pour ça. Parce que personne ne connaît là maintenant. Enfin, tous les documents, là, tout est nouveau. Personne. Oui, et puis c'était surtout que ça passait à 2 pilotes. Ouais. Et puis du tout là. Vous aviez des 747-200, c'est ça, et vous passiez 200, 300 et le premier 400. Le premier 400 en France qui arrivait. Donc c'était vraiment une révolution pour vous. Oui, bah, c'était sympa comme expérience. Ouais. Et passer du coup premier avion, le Storch tout petit, et là t'étais au pied. Mais à l'époque j'étais que pilote privé. Ouais. Ok. Et puis j'ai arrêté de piloter, je crois, pendant presque 17 ans. Ok. J'ai pas beaucoup d'heures en tout, j'ai 350 heures, donc c'est pas très très loin. Et donc j'ai repris une activité artisanale. Donc je fabrique des fenêtres en aluminium. Enfin, j'installe des fenêtres en aluminium avec une petite entreprise, 10 personnes. Et pour mon grand bonheur et peut-être grand malheur de mon épouse, on est retourné habiter à côté du terrain. Okay. Et un jour, j'ai emmené mon fils pour voir les avions, comme c'était quand même ma passion, et sans avoir l'intention au départ, il y a une personne devant moi qui était dans la boutique et qui a demandé, tiens, comment on peut faire partie de l'association. J'étais juste derrière, j'ai dit, bah moi aussi ça m'intéresse, et voilà, je suis rentré dans l'association comme ça. Donc là, c'est vraiment par concours de circonstances. Je serais peut-être venu parce que voilà, j'avais cet attachement. Mais quand même, là, tu reviens dans la région, tu te dis, allez, on va aller faire un petit tour au musée, tiens, on glaner quelques infos, et bim, il y a moyen de rentrer dans l'asso, et tu as remis les pieds dedans. Et je suis rentré comme ça dans l'association. Comme je suis un peu du bâtiment, au début, on m'a demandé de m'occuper un peu de l'entretien du bâtiment, parce qu'à l'époque, c'était un peu la JBS qui gérait aussi le bâtiment, enfin le hangar avion. Puis petit à petit, je suis monté, j'ai fait partie du conseil d'administration, puis du bureau, et puis je me suis retrouvé un jour président, parce que quand on est un peu passionné par la vie associative, j'ai toujours été un peu là-dessus, qu'on n'a pas peur de prendre des responsabilités aussi, parce qu'il faut... un jour, je me suis retrouvé président de l'association avec un grand bonheur. Alors là, il faut reconnaître que c'est avec Jean Salis, la demande de Jean Salis, parce que c'était quand même aussi une idole. Il faut reconnaître qu'il a créé ce terrain, il a fait un développement énorme. C'est un peu le début de l'association. Elle vient d'où? Elle vient de gens qui avaient une bande de copains, et les copains ont dit, on va créer une association autour pour t'aider. Et voilà, c'est la mayonnaise. La mayonnaise a pris comme ça. Il y a eu de plus en plus de monde. Il y a eu le cinéma, donc qui a permis à Jean de développer sa collection. Et puis tous les copains autour. Et c'est devenu. L'association telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, et si tu peux nous en dire un peu plus, du coup, la JBS, quand tu arrives là-bas, c'est quoi exactement? Quelles étaient les missions à l'époque? Qu'est-ce qu'il y avait comme... Il y avait beaucoup d'appareils en cours de restauration? Comment ça se passait? Il y a toujours eu pas mal d'avions. Alors, c'est des petits groupes, on va dire, parce que c'est des équipes, en fait. C'est un peu des sous-projets, en fait. Il y a l'association, puis chacun se regroupe autour d'un sous-projet. Ce groupe, il y a une entité commune, mais après, chacun par affinité, par rapport à la machine, par rapport à ses compétences, par rapport aux copains, se retrouve à faire plus ou telle tâche. Il y a toujours... Alors, à l'époque, il y avait aussi peut-être beaucoup moins d'associations qui faisaient ça, donc on se déplaçait beaucoup sur tous les meetings aériens. Maintenant, c'est un peu... Enfin, je vais pas dire que ça a perdu, mais... donc les week-ends, c'était un peu la caravane qui partait faire un meeting aérien. Il y avait une ambiance tout autour de ça. Le dimanche soir, c'était tous les retours des avions, le départ des avions le vendredi. Enfin, voilà, il y avait toute une ambiance autour de ça. Parce que le but premier, c'est que ça vole. C'est pas une rénovation, restauration pour que ça soit statique, c'est pour que ça vole. Le thème de l'association, le but de l'association, c'est de conserver le patrimoine aérien en état de vol, et de le restaurer, de transmettre aussi le savoir-faire, puisque on va dire, et on voit par rapport aux avions de collection, et puis la classification des avions de collection, c'est qu'on a quand même, on va dire certaines largesses, mais on est, entre guillemets, les sachants. Donc, on a la chance, grâce à Jean Salis, parce que c'est lui qui a fait l'Alpha Zulu en France, d'avoir quand même une réglementation qui nous permet de refaire des pièces, qui nous permet
Et ça, c'est exceptionnel en France. Tu peux nous en dire un peu plus sur du coup la réglementation Alpha Zulu pour ceux qui ne le connaisseraient par rapport, alors là, c'est ce qui gère donc les avions de collection, où on a, on va dire, plus de liberté pour reconstruire des pièces par rapport à, je veux dire, aux Anglais qui doivent retrouver pratiquement des pièces d'origine ou faire suivant des certifications. On a quand même beaucoup plus de liberté là-dessus. La construction amateur aussi, hein, qui est bien développé, alors différent de ce qui se fait aux États-Unis. Les règles sont différentes, mais globalement, il y a quand même le champ libre pour pouvoir il y a du faire... champ, voilà. On peut dire qu'on a quand même une réglementation qui est, je ne vais pas dire permissive, mais qui nous laisse un champ pour travailler plus sympathique. Et ce qui veut dire que vous avez, quand tu parles, vous êtes les sachants, vous avez aussi pas mal d'outils pour... non, mais je veux dire, vous avez à la fois les connaissances, plus les outils, etc., pour refaire des pièces, alors que peut-être en Angleterre, ils sont obligés de racheter, ils peuvent pas réusiner eux-mêmes leurs pièces. Sur certaines pièces, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Alors on fera pas n'importe quoi non plus. Non, bien sûr. J'avais un ami qui me disait, de toute façon, tu sais que c'est toi qui te mets les fesses dans l'avion, donc... Alors, voilà. Tu vas pas lui mettre un bout de plastique si tu sais que là il faut une bonne vieille pièce en métal parce que sinon ça tiendra pas. Voilà, non, il faut c'est quand même il y a de la rigueur. Mais voilà, l'idée c'est je sais pas, des techniques comme les techniques d'entoilage, c'est de transmettre ces techniques. Les vieux moteurs, c'est pareil. Il y a des réglages particuliers. Et tout ça, il faut essayer de le transmettre. Et c'est le premier but de l'association, en fait. C'est maintenir en état de vol ce patrimoine, essayer de le conserver, parce que je crois qu'aussi en France, peut-être moins maintenant, mais il y a eu un moment où, je dirais, on ferraillait tout disparaissait, et puis il n'y avait plus rien, quoi. Il y a des trous, on va dire. Malheureusement, les Warbirds français, pour essayer de trouver des avions... ça a été vendu pour son prix au métal et puis point barre. Il y a plus d'avions de chasse de 39, 40. Enfin, il y en a 2, je crois, en état de vol. Voilà, il y a le Hawk 75 en Angleterre et le Morane 406. Encore, c'était pas des avions. Enfin, des avions. Le Hawk, oui, mais le 406, c'est pas un avion qui a été dans l'armée française. Voilà, donc il y a un gros trou là-dessous. Et l'idée, enfin, nous, comme heureusement, maintenant, il y a d'autres associations que la JBS, hein, mais voilà, c'est ça C'est ça l'essence de l'asso. C'est ça l'essence qui fait la différence. Voilà, il y a des très beaux avions au musée de l'air, mais bon, je pleure un peu quand je vais au musée de l'air. Parce que du coup, les moteurs tournent un peu moins. Ouais. Ok, donc vraiment quand tu reviens, enfin tu entres à la JBS et puis tu t'investis au bureau, c'est vraiment cette mission, ça te parlait. Puis déjà. Au début, j'ai fait aussi un peu de mécanique. J'ai essayé de remonter. J'étais sur l'équipe du Flamand. Après, j'ai restauré avec des copains un Yak 52. Ok. Et puis bon, je participe. Voilà, t'as toujours bien aimé bricoler. Enfin voilà, c'était aussi. Voilà, c'est mettre les mains dans le cambouis pour aller restaurer. Même si ça fait des années que je mets plus les mains dans le cambouis, parce que il y a un peu de paperasse à faire aussi. Oui, t'es un peu occupé par ailleurs. Un peu de gestion, mais bon, c'est comme ça. Il en faut. Ok, et donc du coup, tu t'investis rapidement au bureau, et donc c'est pour faire un petit lien avec le meeting, enfin en tout cas le temps des hélices. Ces années-là où tu entres au bureau, ça se passait comment? Alors à l'époque, le meeting était organisé par les éditions La Rivière. Ouais. Et puis la JBS était en charge du plateau aérien. Donc là, toute la partie, tout le volet logistique, n'existait pas. Voilà, enfin, n'existait pas. C'était pas notre charge. Voilà. En fait, la JBS avait été prestataire de service, faisait le plateau aérien. Ok. Et puis, c'est devenu compliqué, je pense. Juste pour préciser, faire le plateau aérien, ça veut dire, enfin voilà, t'expliquer. Le plateau aérien, c'est définir les avions, faire le scénario. Et la mise en œuvre aussi au sol, c'est-à-dire qu'on s'occupait des parkings avions, de l'entretien, des remplissages d'essence. Donc tout ce qui volait, faire se dire il y aura tel avion qui va voler avec tel avion, du coup j'appelle tel collectionneur ou telle association. Tout ça, c'était le rôle c'était la JBS. Sous contrôle des éditions La Rivière à l'époque, mais globalement, c'était la mission de la JBS.
Ok. Donc du coup, quand t'es avec arrivé, Jean voilà, Salis. c'était ça. Il y avait en plus cette organisation en deux parties, donc Il y avait une partie voilà. logistique et la partie plateau aérien qui était divisée. Voilà. Il y a un moment où c'est devenu un petit peu compliqué pour les éditions La Rivière, en accord avec Jean Salis, et à l'époque, Christian Amara, qui était président de la JBS. On a décidé à la JBS donc de reprendre le meeting comme il était avant, parce que ça faisait que 10 ans qu'il était là, en associatif. Et là, l'aventure est repartie. Il a fallu remonter toute l'organisation avec des bénévoles et que... Ouais, il fallait remonter en compétence sur ce qui se faisait plus depuis 10 ans au sein de l'association. Voilà, avec beaucoup de choses différentes, puisque le bénévolat a changé, la réglementation a changé, on fait plus n'importe quoi. Hein. Enfin, je vais maintenant faire des trucs tout bêtes, mais faire des sandwichs, distribuer des sandwichs, il faut pas qu'il y ait de problème, donc on peut plus faire. Enfin, voilà, tout a changé. Il a fallu se réadapter et se mettre à l'époque. Donc avec Christian à l'époque, moi pour ma part, j'ai été en charge de remonter la partie logistique. Ok. Voilà. Et t'avais déjà eu t'avais déjà fait ça avant dans d'autres assos ou dans ta vie perso, ou t'as vraiment appris sur le tas complet? Oui, j'ai appris sur le tas. Je suis chef d'entreprise, donc déjà, je suis du bâtiment, de la logistique, j'ai l'habitude. C'était pas un mur pour moi, mais il a fallu tout apprendre. Et on a eu quand même une passation un peu ça se faisait. Hein, on n'est pas parti d'une carte blanche, mais pratiquement. On avait un modèle. Après, il a fallu adapter avec les nouvelles contraintes, puisque on essayait de tout faire toujours à moindre coût, parce que ça, c'est la question. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, et ça devient compliqué. Voilà. Donc, on a remonté ça pendant 2 ans. Donc, j'étais avec Christian. Donc là, on est quelles années? C'est 2009, c'est ça? 2009-2010. 2009 et 2010. Donc là, Christian Maraki gère l'organisation du meeting, et toi, tout le pôle logistique, t'arrives et tu je dis reprends. Alors pas tout seul, hein, avec plein de. En tout cas, t'étais sur ce créneau. Voilà. Je gérais la logistique. Ensuite, il y a eu quelques soucis sur le terrain, et donc Jean Salis m'a demandé si je voulais reprendre l'association, et donc je me suis retrouvé président. Et en donc, 2011, du coup. 2011, okay. Et voilà. Et depuis 2011, j'ai le grand honneur et le plaisir d'organiser ce beau meeting, cette belle fête aérienne, comme on préfère l'appeler, fête aérienne, parce que c'est... Alors, c'est quoi la différence, du coup, meeting, fête aérienne, la petite subtilité derrière fête aérienne? La petite c'est que les premières affiches étaient fête aérienne, et puis c'est un côté plus familial, plus festif, et comme je dis, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau, c'est un meeting comme nulle part ailleurs, voilà, c'est tout. Et donc, on aime bien cet esprit fête, et voilà. Puis très familial, avec beaucoup de choses au sol. Voilà, on vient pas juste se poser à regarder des avions en l'air. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sol. On a la chance d'avoir, la chance et la malchance. On a un sens parce que c'est un tout petit terrain, donc c'est très compliqué. Ouais. Mais ça donne un cadre, une ambiance particulière, et on essaye d'avoir énormément d'animation au sol, faut que les gens ils aient toujours quelque chose à faire. Un peu le leitmotiv, c'est de se dire, on vient, c'est un spectacle, on a toujours. Le matin, on va aller voir les avions, on va aller voir les boutiques, on va se balader. Il y a des animations, il y a les reconstituteurs, on essaye qu'il y ait tout le temps, que les gens n'aient pas de temps mort, globalement. Il faut que ce soit continu de. Voilà. Et après, pendant le show, on va dire, c'est pareil. Le leitmotiv, c'est quasiment, on pourrait ne pas baisser les yeux, si quand ça décolle, mais il doit toujours se passer quelque chose en l'air. Et on a la chance d'avoir un directeur de vol qui est exceptionnel, Michel Gindre, qui nous met en scène tous les avions. On conçoit vraiment ça comme des scénarios. Alors, au fil du temps, c'est toujours difficile tous les ans de se renouveler, parce que l'histoire, on la refait pas, donc on est obligé de suivre un peu l'histoire en fonction des avions. Mais voilà, nous, l'idée, c'est ça. Il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait des avions. Alors, on peut être... il y en a à qui ça va pas plaire, en disant... ça sert à rien, c'est la course à faire trop d'avions. C'est l'esprit de la Ferté. Si on mettait un avion après les autres, ça serait plus l'esprit de la. Moi, c'est mon avis. Après, voilà, tous discutent, tout ça. Voilà, c'est nulle part ailleurs. Et je pense que c'est la marque du terrain.
par la JBS, et je pense que ça plaît. Et voilà, on n'a pas forcément tout le temps le succès espéré au niveau des spectateurs, mais on est météo dépendant, on est. Oui, on peut pas tout contrôler, mais c'est vrai que on a des contraintes énormes de logistique du haut terrain, de la météo. Bon, ça oui, s'il fait pas beau, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, donc pas beaucoup de rentrées pour les billets. Non seulement, du coup, la fête est un petit peu moins belle parce que c'est moins de personnes qui sont touchées, et puis aussi, du coup, en finance, c'est un peu plus compliqué. Voilà, alors le nerf de la guerre, maintenant, ça vient les finances, c'est sûr. Et du coup, on en parlait un peu, mais du coup, tu parlais de quand tu as commencé, c'était tout l'aspect logistique. Alors, dis-nous un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans la logistique? Parce que c'est vrai qu'on arrive au meeting, on est là, on se pose, on se balade, c'est un peu tout fait, mais qu'est-ce qu'il y a à gérer dans l'orga d'un meeting en termes de logistique? Il y a toute la partie sécuritaire. La partie sécuritaire, donc c'est sécuriser le terrain, c'est le barriérer, c'est prévoir la circulation, même si on dit que la circulation est compliquée, il n'y a qu'une voie d'accès. Ouais. C'est la mise en place avec les autorités de tout le protocole, tout le plan de sécurité, parce que on a la chance ou la malchance d'être sous un plan de sécurité. Un des seuls événements aéronautiques, il y a le Bourget, il y a malheureusement un ou deux autres meetings maintenant, mais on est sous le régime d'un plan de sécurité particulier, d'un plan hors sec, donc avec un niveau de sécurité très très important. Parce que dû aux spécificités du terrain, d'être très ouvert, je pense à un moment que le terrain, c'était un show professionnel et que c'est monté à un niveau. Il y a eu une autorité qui un jour a dit il faut mettre un plan hors sec en place, et puis voilà. Et donc voilà le standing désormais, et voilà. Et c'est très difficile de faire baisser, ça c'est compréhensiblement un sens, mais bon, ça va des fois un peu dans l'excès par rapport à d'autres événements similaires où on va nous dire vous n'avez pas les mêmes problèmes d'accès, vous avez pas, mais on a un niveau de sécurité exceptionnel. Alors moi en tant qu'organisateur, à la rigueur tant mieux, c'est même pour ma responsabilité, mais quand on voit les coûts, des fois on se dit c'est un peu aberrant. Oui, parce que là ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment aucune intrusion. Donc quand tu dis barrière, ça veut dire qu'il n'y ait aucune intrusion. Alors autre que via ça c'est venu après avec le plan du J-Pirate, mais voilà, déjà il ne faut pas les intrusions puisque on est un meeting payant parce qu'il faut bien rentabiliser. Oui, bien sûr. Donc il y a la première type d'intrusion. Après il y a tout ce qui est menace sécuritaire. Donc c'est sûr qu'il faut fermer le terrain. Faut parquer les voitures aussi, puisque nous on a le parking sur le site, on n'a pas la chance d'avoir des parkings extérieurs. Faut préparer la piste, faut préparer les parkings avions. En fait, on change l'axe de piste. Vous vous apercevez pas, mais c'est pas l'axe de piste d'habitude. D'accord. L'axe de piste est décalé de 10 degrés pour laisser un peu plus de place. Okay. Voilà, il y a toute une grosse logistique. Vous arrivez à vraiment juste décaler un petit peu l'axe pour avoir gratté quelques mètres. Et... Oui, parce que je dirais le parking avion, c'est le bout de la piste dans l'année. Comme ça laisse plus de place après pour tout ce qui est au sol, etc. Il faut essayer de gagner de la place. Le terrain est petit, finalement. C'est un moins une contrainte dans l'organisation, l'espace. Oui, c'est une contrainte. C'est une contrainte importante. Et c'est aussi une contrainte au niveau du public. On ne pourrait pas accepter... il y a une marge, justement il n'y a pas vraiment de marge, mais on sait qu'à 20 000 personnes, on ne fait plus rentrer personne. Quoi. Okay. Donc un meeting réussi, c'est 20 000 personnes le premier jour, 20 000 la personnes capacité maximum par jour, on ne peut pas dépasser 20 000. Ce qui est déjà énorme en termes d'accès, comme tu dis, 20 000 personnes qui passent par une voie d'accès. Il faut réussir à parquer tout ce beau monde, les faire rentrer, les contrôles, etc. Donc c'est quand même déjà énorme. Voilà. Alors on n'est jamais arrivé à cette extrémité-là, mais on pourrait pas faire plus par rapport à des meetings. Il y a des meetings qui font 40 000 personnes, mais c'est pas... voilà, donc on a toute cette contrainte logistique. Donc la sécurité, il y a aussi il y a un gros travail c'est la gestion de tous les bénévoles, parce qu'il faut ça paraît pas, mais faire travailler des bénévoles et faire travailler des salariés, c'est pas du tout la même chose. C'est combien pour qu'on ait, parce que du coup effectivement on les voit partout, quand on va à un meeting on voit des bénévoles avec leurs chaises vues partout. C'est combien de personnes sur le week-end? Globalement, entre les bénévoles, il y a quelques sociétés qui travaillent, mais on donne 800 badges. 800. Ouais. Ok. C'est énorme. C'est énorme. Ouais.
Donc ça veut dire que pour 20 000 il y a une spectateurs partie max, des commerces, mais voilà, ça fait beaucoup de monde. Alors beaucoup sur des petites tâches, on a besoin de petites tâches. Non, c'est un gros travail aussi de préparer. Parce qu'il faut un briefing, il faut les recruter, faut que tout le monde soit au bon niveau d'information. On a la chance aussi que moi c'est le 16e ou 17e que je vais faire. Il y a une expérience maintenant, donc finalement, d'une année sur l'autre, on fait de la recopie, on adapte. Ça a été dur, les tout premiers, ça a été très compliqué. Maintenant, c'est pareil, tous les prestataires qu'on peut avoir, on essaye tout le temps de travailler à peu près avec les mêmes. Ils nous sont fidèles, et puis au niveau coût, quand on compare, ils restent corrects. Oui, ça permet d'avoir une habitude, tout le monde connaît un petit peu, à quelques réflexes, et ça évite de tous les ans, ça change. Tous les ans, il faut pas rester aussi dans le... c'est dangereux de rester toujours... mais heureusement, on a cette histoire qui fait que... Et du coup, tous ces bénévoles, c'est quoi? C'est une organisation avec des chefs d'équipe qui gèrent différentes parties. Comment ça se passe pour arriver à coordonner tout le monde? Vous avez un peu des différents pôles? C'est ça. Au début, on commence, on est 3-4 à dire le meeting, on va le démarrer en décembre à peu près avec le directeur des vols, et puis 2-3, on va commencer à se dire quelles orientations on va prendre sur les thèmes. Alors, de toute façon, les thèmes, on essaye de mettre un thème, mais finalement, le thème, c'est pas le plus important dans le meeting, c'est les avions qu'on peut pouvoir avoir, c'est pour donner une image, et puis ça donne un cap cette année, une petite image de marque. On essaie de marquer chaque année un des scénarios, on va essayer de le marquer plus que les autres pour donner un peu un fil à l'histoire. Donc ça, c'est 6 mois, tu dis décembre. Donc ça, c'est la réflexion, elle commence décembre, un petit peu avant, nous on travaille, moi le meeting il est toute l'année dans ma tête. Mais le moment où vous mettez autour d'une table en disant ça a coûté tant l'année dernière, voilà les comptes. Et ça, on le sait, d'une année sur l'autre, il n'y a pas besoin. On n'en parle pas, mais il y a un gros travail à la fin du meeting, c'est de ranger, mais surtout de faire les comptes et de réanalyser. Donc ça se fait plutôt après le meeting, on sait sur l'année d'après. Donc on va dire la petite pause, c'est juste après le meeting. Là, vous faites les comptes. Après, il y a un petit moment de pause. Il y a un moment où de toute façon, on a besoin de souffler un peu. Donc là, décembre, autour d'une table, le thème. Donc c'est surtout avec le directeur des vols et puis quelques-uns à chercher le potentiel des avions, les nouveautés qu'on peut trouver, parce que c'est pas évident de trouver des nouveautés chaque année. Sur justement les 16 ans, les 16 meetings que tu as organisés, tu vois quand même des choses évoluer, changer dans l'ADN et le meeting en soi? Oui, il y a forcément des choses. Une chose qui a fortement évolué à un moment, c'est quand on a commencé à faire passer des avions de ligne. La Ferté, on a eu la chance d'avoir quelques années des avions de ligne. Ça s'était pas fait depuis. Voilà. Après, t'as des collections qui se font, qui disparaissent. Et puis il y a des tendances sur des avions. À un moment, il y a eu des Warbirds qui étaient plus à la mode que d'autres. Alors nous, on peut plus. Les tendances aussi en fonction des appareils disponibles. C'est les avions disponibles. Si tu as une nouveauté avec des avions qui arrivent en France, tu vas essayer de faire sur ces avions-là. On essaie la nouveauté, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais bon, et du coup, ça, vous en parlez là dès décembre quand vous fixez le thème, vous dites tiens, il y a cet appareil quand même, on sait qu'il y aurait peut-être moyen de l'avoir. Il y a les thèmes historiques aussi, quand tu as des centenaires, tu fais. Tu as été influencé par l'histoire, mais c'est pas forcément ça qui va être le moteur. Mais c'est une grosse réflexion. Après, on dégage un petit peu maintenant. Au début, on essayait que la fiche corresponde, mais bon, après, il y a une histoire sur la fiche avec Romain Hugo qui est particulière. On se dit que la fiche, elle est là pour pas forcément illustrer le thème, mais c'est illustrer le terrain et la vie de l'association. Oui, c'est pas un sommaire du meeting. C'est pas un sommaire du meeting. Les appareils, on va pas mettre tous les avions. On vient faire une belle affiche qui donne envie, qui reflète le terrain, son histoire et quelques appareils emblématiques. C'est ça l'idée. On parlera peut-être de la fiche plus en détail, mais voilà. Donc
voilà, le départ, c'est ça. Ensuite, on commence à reconsulter un peu tous les partenaires qu'il peut y avoir. Moi, mon gros travail qui commence aussi en décembre, c'est le lobbying, c'est-à-dire aller voir les politiques, aller voir, même si c'est toute l'année, mais là, il faut vraiment recommencer parce que malheureusement, la conjoncture fait que c'est très compliqué. Et on a une structure bénévole. Où aussi, il y a peut-être aussi un manque de gens compétents sur certains secteurs chaque année. Et le gros souci ou déficit qu'on a, c'est la com ou la prospection de sponsors, où là, on est un peu en déficit de personnel, ça demande énormément de temps. Ouais. Donc, faut être prêt à prendre plein de refus. Les sponsors, c'est envoyer des centaines de dossiers, c'est prendre beaucoup de refus. C'est un gros travail, ça demande beaucoup de temps. Et là, on n'est peut-être pas assez staffé, structuré là-dessus, mais on fait avec les moyens du bord. Donc, il y a une grosse part aussi de lobbying, d'essayer de rechercher... surtout avec les politiques aussi, parce qu'il y a un meeting, vous en avez qui sont... je dirais, on dit toujours un meeting, le spectateur dit c'est toujours trop cher, mais il y a des meetings gratuits, mais un meeting gratuit n'est jamais gratuit. Bah, bien sûr. C'est parce que il y a il y a des organismes, c'est quelqu'un qui a payé le meeting. Une collectivité locale, ou chose, voilà. C'est déjà... Faut pas, tout coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent, voilà. Faut pas être donc, naïf. Voilà. Donc c'est arrivé c'est ton travail vraiment en amont, c'est d'arriver à convaincre tout le monde, être sûr que tout le monde soit encore embarqué, que ce soit les politiques qui mettent de l'huile dans les rouages. Voilà, alors même si au global le financement on a très peu de financement, ça représente à peine 10%. Okay. Il faut quand même avoir ça, et on remercie quand même le département, soit le département, la communauté de communes qui nous soutiennent, même si on est, nous, dans une petite communauté de communes, on n'est pas sur une grosse ville, donc ils n'ont pas forcément les moyens pour nous aider. Et on a ce déficit, je dirais plutôt par rapport aux industriels. Moi, je suis toujours un peu stupéfait que les industriels, surtout du milieu aéronautique, n'ont pas compris que... c'est dans cette histoire, et que ce soit nous ou d'autres meetings, il y a un investissement qui n'est pas très élevé pour eux, et qui permettrait de recruter, un peu plus recruter, pas forcément là, à l'instant, mais donner de la passion et des envies. Moi, le premier, je sais parce que j'étais petit au meeting, et j'ai la passion, elle est venue comme ça. Mes parents ne m'auraient pas emmené à la Ferté-Alais, je ne sais pas si je me serais peut-être passionné pour les voitures ou pour les trains, j'en sais rien. La passion vient de là. Il faut voir un moment les machines, parce que sinon on se les imagine même pas. On peut pas se dire que c'est accessible. Voilà. Et tous les ans, moi j'ai une fierté, c'est que tous les ans j'ai des parents qui m'appellent en me disant mon fils, ma fille ne savait pas dans quelle voie s'orienter. On est venu et ça y est, ils veulent faire ça. Et des gens qui s'inscrivent dans les lycées, dans les écoles d'ingénieurs. Et tous les ans, j'ai ce retour-là. Et pour moi, c'est magnifique. C'est le plus beau des retours, finalement. Parce que c'est pour ça l'idée, cette année, on s'est dit, il faut faire rêver les enfants, il faut garder le côté... c'est pour ça qu'on l'a mis dans les thèmes, le rêve des enfants. Et puis qu'on veut faire du ludique, parce que c'est là, il faut qu'il y ait l'étincelle. Oui, c'est là que tu crées la passion, et c'est là que derrière aussi, il y a une filière aéronautique d'excellence en France. C'est aussi qu'on arrive à attirer via les personnes pour se dire, tiens, dis donc, c'est quoi ces machins, ça vole, ça a l'air sympa, il y a peut-être quelque chose à faire dedans. Voilà. Alors c'est vrai que les générations changent aussi, il faut vivre avec les générations. Maintenant, je pense que les jeunes vont être plus attirés par les avions de chasse et l'espace. Alors ça va être dur d'y faire un meeting avec des fusées, mais globalement... Retour en direct d'Artemis 2 à la Ferté-Alais. Ouais, non, mais globalement, je dirais... moi, ma génération, c'était plus peut-être les Warbirds, les vieux avions, les Warbirds. Il faut comprendre qu'il y a mais il y a un regain quand même, je pense, alors d'une partie, mais il faut s'adapter aussi là-dessus. Je pense que si on faisait un meeting que des vieux biplans des années 30, on n'aurait pas grand monde. Oui, un peu plus avec des Warbirds et encore. C'est pour ça que vous balayez très large aussi. Ça permet de parler à beaucoup de personnes qui vont peut-être se reconnaître plutôt dans des appareils que d'autres. Puis nous, notre vocation, c'est de balayer l'histoire. Ouais. On veut raconter une histoire.
on veut raconter une histoire pour donner cette passion. Et puis, je pense que c'est dans les racines qu'on a envie. Enfin, moi, je le vis comme ça. D'ailleurs, on peut en parler. Du coup, le programme des vols, c'est justement rebalayer toute l'histoire des débuts de l'aviation la plus moderne, avec différents tableaux qui est vraiment spécifique du Meeting La Ferté-Alais, c'est faire voler des avions ensemble via des tableaux qui ont un sens. Oui, voilà, c'est ça. Un sens. Et on a la chance aussi d'avoir des avions exceptionnels. Même si c'est des reproductions, on a presque des avions, on va dire des années 1907, 1911, jusqu'au tout dernier. On va faire passer des avions modernes. Bon, le Rafale, c'est toujours exceptionnel de voir le Rafale. Cette année, je pense que vous avez vu, c'est un avion moderne, même si c'est pas. On va avoir un ATR 72. Voilà, on balaye. Voilà, un peu tout. Les premiers petits coucous vraiment en toile et bois aux avions modernes, composites. Alors même si le terrain va avoir 80 ans cette année, c'est aussi un des thèmes. Anniversaire. Voilà, on va essayer de faire ça. On va marquer surtout avec un gros balbo un peu. Enfin, à la fin, on va essayer de mettre tous les biplans du terrain en vol et qui vont faire un vol commun avec. On espère que ça plaira au public et que ça va donner aussi une ambiance. Voilà, on cherche des ambiances. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé avant, mais il y a eu le Tora Tora qui est la marque de fabrique. Je crois qu'on a la vidéo de Tora Tora, si on peut la montrer en même temps. On a développé après sur le Vietnam. Enfin, on cherche à garder, même si des fois c'est compliqué parce que c'est de l'argent, c'est de la réglementation, mais voilà, c'est un spectacle. Et c'est pour ça que c'est Fête Aérienne, c'est parce que c'est un spectacle. Oui, on le voit, c'est pas juste des avions qui volent, il y a aussi de la pyrotechnique derrière, il y a du son derrière, il y a de la musique, des commentaires, donc c'est vraiment. Je peux vous dire, faire de la pyrotechnie au niveau où on l'a fait en bénévolat, c'est du miracle. Non, c'est pas du miracle, parce que c'est des. On va dire, on est reconnu à travailler comme des pros. Parce que de toute façon, on ne le saurait pas faire sinon. Mais voilà, on a la chance d'avoir des gens, on a l'expérience, on s'est transmis l'expérience et voilà. Donc il faut reconnaître que moi je suis que le garant de ce qu'ont fait les anciens, ce qu'a créé Jean avec ses copains et de tous ceux qui sont passés avant moi à pérenniser ça et à le faire durer. On se transmet l'expérience et il faut que ça dure. C'est compliqué. Mais c'est déjà pas évident de réussir à pérenniser, à innover, à trouver. Enfin voilà, c'est là où ta mission prend tout sens. Tu voulais dire Non, c'était juste pour rappeler que le meeting, c'est quand même le 23-24 mai. Ça arrive vite. Et est-ce que vous cherchez encore peut-être des bénévoles ou alors, on arrive quasiment. Alors cette année, en plus, on essaye une nouvelle version. On a repris des bénévoles en plus qui sont pas du tout. D'habitude, on travaille avec les bénévoles, on va dire, du milieu aérien et surtout les gens de l'association. Là, on a décidé, parce que pour des questions de coût, on s'en sort pas. On a essayé de chercher des bénévoles locaux qui sont pas du tout l'aéronautique, qui ont eu envie de venir avec nous. Et on est en train de staffer pour justement faire des tâches ingrates qu'on sous-traitait à des sociétés et qu'on essaye de reprendre simplement ramasser les déchets, ça paraît pas, mais compléter les parkings sur les voitures. Voilà, on essaye de nous aider à mettre les barrières, enlever les barrières, parce que il y a le meeting avant, mais le meeting après, je peux vous dire que le lundi, des 800 bénévoles, il m'en reste 20. Enfin, je abuse un peu, mais avec un terrain sans dessus-dessous, avec encore tout, voilà, tout avec sur place une contrainte, il faut que 48 heures après le terrain, il soit remis dans son état de standard. Donc ça aussi, c'est un gros challenge, on se rend pas compte, mais d'ailleurs, pour se rendre un petit peu mieux compte, si on rentre dans les détails un peu les derniers jours avant le meeting, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est gérer tous les camions qui arrivent déposer plein de matériel, les arrivées des pilotes, la logistique des hôtels. Alors le premier, on va dire, on commence une grosse semaine avant. Ça commence par le barriérage, la mise en sécurité du terrain. Ensuite, toutes les installations de stands, gérer les arrivées de tout le matériel. Ça peut être les tables, les chaises, mettre en place l'espace VIP, l'espace chaises, préparer les avions, les parkings avions, les tracés.
commencer à sortir, placer les avions, et puis Ça, vous êtes du coup une vingtaine, tu disais comme non, là, ça commence déjà. Il y a quand même pas mal de monde non, qui file un coup de main, ça commence à être une cinquantaine de personnes. Ok. Donc là, déjà, gérer 50 personnes pendant une semaine. Voilà, mais alors, c'est des équipes, à force. Voilà, il y a les équipes sur les avions, des équipes sur les parkings. Mais ça fait quand même du monde, quoi. Ça fait du monde, ça fait du monde, ouais. C'est toute une machine qui se met un engrenage, et il faut que là, mettre un peu d'huile de temps en temps à droite à gauche, mais voilà. Puis ça, ton téléphone ne doit pas arrêter de sonner, ou on doit te chercher partout. Je le coupe souvent. Mais non, ça, heureusement, avec l'expérience, enfin les années d'expérience, chacun sait un peu ce qu'il a à faire aussi. Donc, tu sais où les choses peuvent foirer un peu, donc il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Ok, donc une semaine avant, donc commencer on commence vraiment installer pour commence à mettre plus juste à une plateforme. Voilà, on transforme le terrain. Ouais. Quoi. On transforme le terrain. Oui, il faut mettre les caisses en place, les postes de sécurité, il faut mettre la téléphonie. C'est tout un habillage. On habille pour le meeting. Mais on n'a pas l'impression, mais rien que pour la sécurité, on met une trentaine de lignes téléphoniques. Alors maintenant, ça va, on passe par satellite. Mais avant, il fallait tirer des câbles, des kilomètres et des kilomètres de câbles, mettre en place la sono, mettre en place la tour de contrôle. On a aussi une spécificité à laquelle on tient, c'est toute la sonorisation. On met en place une sonorisation, je pensais un peu exceptionnelle sur le terrain, avec une équipe. Donc, à l'époque, c'était Gilbert Courtois qui avait mis en place toute la sonorisation particulière du meeting, parce que elle est tout au long c'est un spectacle, ça dure 8 heures, il y a 8 heures de sonorisation, ils se sont préparés toute l'année avant. Ils recherchent les musiques, ils recherchent les timings, rien n'est laissé au hasard. En fonction des tableaux, en fonction des appareils, et ils ont une esthétique. C'est comme toi, tu cherchais une ambiance, une esthétique, ça en fait partie, et le son en plus. Et tout ça est travaillé d'avance. Eux, ils travaillent beaucoup d'avance aussi. Enfin, tout se fait un petit peu d'avance. Tout le monde a travaillé d'avance sur tout ce qui est par exemple les VIP. On a une équipe qui va gérer les VIP, qui va regarder comment les placer, qui va la restauration, la décoration, enfin qu'on soit là pour accueillir les gens. Pareil avec tout l'espace qu'on appelle l'espace chaise, où les gens peuvent donc s'asseoir. Là, on a un partenariat avec les cadets de l'air aussi qui viennent, comme tu en as fait partie. Je sais. C'est ça, les cadets de l'air de l'Euroclub de France, du coup les jeunes qui sont recrutés pour faire un échange à l'étranger. Leur première rencontre, c'est La Ferté-Alais, et ils ont l'occasion de voir dans les coulisses en participant à l'organisation. Voilà, donc ils sont souvent affectés à la gestion de l'espace chaise avec Karl, qui est un truc qui marche très bien. Ils en sortent toujours très heureux. Ceux avec qui on peut échanger, alors moi j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ceux qui en sortent toujours des belles images plein. Voilà, et cette année on a aussi le partenaire de la Club de France, donc je remercie Catherine pour la confiance qu'elle nous fait de travailler. On aura la patrouille de l'Aéroclub de France qui sera là cette année. Donc ça fait partie des... Voilà, là ça commence à se prendre en forme, si une personne vient se balader, enfin du coup elle peut pas, mais on commence à voir ça ressemble, mais ça commence à ressembler. À partir du mercredi, on commence les répétitions, puisque... Donc les appareils commencent à arriver, les appareils extérieurs... alors, le mercredi, ils arrivent plutôt le jeudi, jeudi, vendredi, les appareils extérieurs. Sachant que maintenant, avec la réglementation, donc tous les scénarios doivent être répétés. Donc ça, c'est la réglementation, c'est une nouveauté depuis... Enfin, ça se faisait avant, mais depuis le nouvel arrêté, c'est devenu vraiment ancré, et c'est une contrainte aussi. C'est-à-dire admettons 3 pilotes qui ont l'habitude de voler ensemble sur d'autres plateformes ou autres, c'est pas possible. C'est vraiment, il faut avoir répété sur cette plateforme-là. Normalement, il faut avoir répété sur la plateforme. Alors, il faut que le directeur des vols ait vu la répétition. Il peut l'avoir décentralisée, mais globalement, il y a certains qui connaissent tellement qu'il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, il y a une répétition. La patrouille de France vient répéter comme tout le monde. Tous les vols doivent avoir été répétés. Donc ça le fait jeudi, surtout vendredi. Il y en a quelques-uns le mercredi, c'est plus les avions basés. Et après, parce qu'après, plus les avions arrivent tôt, plus il faut loger. Il y a toute la partie logistique qui est importante. On loue un nombre de chambres et une restauration qui est très très importante. Plus le transport du coup pour revenir jusqu'à la plateforme. Plus les transports, la mise en place des bus. C'est une grosse machine qui se met en place, et il faut que ça se passe
au mieux, surtout avec une bonne météo, parce que, par exemple, l'année dernière, c'était un peu compliqué. La météo était pas très très bonne. On a fait tout le programme. Malheureusement, le public n'est pas venu parce que un petit peu les médias nous ont un peu détruits en disant toute la semaine restez chez vous, ça va être du mauvais temps, alors que finalement c'était pas la grande chaleur, mais il faisait bon. Ça passait. Mais même on a eu des années où il faisait beau et c'était pas un problème on va dire de public, mais si le terrain est humide, pour nous c'est une galère à installer. Hein. On est un champ. Ouais. On est dans un champ aéronautique, on n'est pas. C'est pas une piste en Voilà. Et les parkings, on a un parking, ce qu'on appelle le parking P7 le plus grand, c'est 6000 voitures dans un champ. Si le champ est inondé, ça peut être compliqué. Pour avoir fait le meeting de France à Dijon il y a quelques années avec un parking qui était inondé et toutes les voitures embourbées pour ressortir, effectivement, ça se passe pas très bien. Meaux a pratiquement été annulé pour des raisons comme ça. Il y a tout un travail avant, il faut faucher le champ, les tâches, elles sont infinies, on va dire. Ouais. Donc du coup là, ça y est, les avions commencent à arriver, vous commencez à loger les pilotes, etc. Et donc là, on arrive la veille de l'événement, un peu de pression. Est-ce qu'il y a des choses à régler en dernière minute? Comment ça se passe il y a déjà une grosse pression, c'est que il y a une commission de sécurité. La veille de... c'est le vendredi à 14h. Donc, Alors, il y a toujours des petits points. En général, ça se passe bien parce que on fait pour que ça se passe bien. Mais il y a toujours des petits points de dernière minute. Il va manquer le papier, il va manquer l'extincteur là, le machin. Ok. Mais commission de sécurité, qui est-ce qui vient? C'est un audit? Comment ça se passe? C'est la préfecture avec l'élu local, donc la maire, qui font une inspection du terrain et qui disent OK, tout est en sécurité, vous pouvez ouvrir. Là, il y a un câble dénudé à côté de dos. Attention, vous mettez du Chatterton ou vous c'est pas du Chatterton, c'est vous changez le câble et vous mettez en sécurité. Non, mais voilà, Et c'est vraiment tout est regardé dans les détails. La mise en place de la sécurité, hein, puisque on a un outil exceptionnel qui est déployé sur le terrain, qui s'appelle le MAGEC, c'est la sécurité civile, qui est un centre de commandement. Donc il faut que le centre de commandement soit installé, que chaque poste, le commandement gendarme, commandement SAMU, le commandement pompier, que tout soit installé, tout tourne. Voilà. Oui, c'est bien beau d'avoir tout le monde, il faut quand même de quoi les coordonner. Oui, il y a il y a un gros travail de coordination, ça se voit pas, mais il y a un poste de sécurité avec, on va dire, au moins une vingtaine de personnes en permanence qui scrutent partout. On a, en fonction, on a un drone pour contrôler, alors un drone captif, parce que les drones sont interdits, qu'on peut lever en fonction pour voir s'il y a un problème. Si jamais il y a un mouvement de foule, ou si jamais vous avez du mal, oui, il y a tous les contrôles de mouvement de foule, il y a tous les scénarios possibles sur la circulation extérieure, sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez un peu des checklists aussi en cas d'événement. Est-ce qu'il y a un peu des pros, bien sûr, c'est aussi à mettre en place. Il y a un plan de sécurité. Donc tous les, pas tous les cas, on peut pas tout imaginer, mais tous les cas ont été un peu analysés, scénarisés, balayés en disant voilà, dans tel cas on fait ça. Donc il y a répétition de scénario. Chacun doit connaître son rôle. Si il se passe ça, chacun déroule sa partition. Voilà, on a des bénévoles qui ont une tâche particulière, c'est-à-dire que s'il y a un incident, alors il y aura jamais d'incident, j'espère, mais de se répartir dans le public pour essayer de calmer les gens, par exemple. Ok. Ça, on s'en rend pas compte quand on vient à un meeting, on est là un peu passif à regarder ce qu'ils disent. On se rend pas compte c'est pour ça qu'on te reçoit aussi. On est ravis d'avoir tous les insights c'est que, il y a tout ça derrière. On leur demande juste de se déployer et de se mettre dans le public et dire, essayez d'attendre les consignes, c'est pas la peine de paniquer. Il faut. Mais je pense que c'est tout événement. Vous allez à un concert ou un match de foot, c'est pareil. Sauf que là, c'est des bénévoles qu'il faut réussir à bien briefer. C'est aussi le côté, là je parle plus côté aéronautique, mais le côté qui est passionnant dans l'organisation. De voir tout j'ai découvert, quand je suis rentré là-dedans, j'ai découvert un monde, même si moi je savais gérer mes équipes, là j'ai découvert le monde de l'organisation au sens large qui est... c'est un boulot passionnant aussi. C'est comme avoir sa petite checklist de panne en aviation dans son petit DR400, mais là c'est à l'échelle de 20 000 personnes. On fait notre checklist avant décollage, on fait en vol, hors contrôle,
en permanence, on regarde combien il y a de public, combien il y a de voitures de garées. Paramètres stabilisés ou pas. Non, mais toutes les heures, on regarde le flux de sortie, le nombre de voitures qui rentrent, le nombre de voitures qui sortent. Enfin, tout ça, c'est analysé en permanence. Ok, c'est génial. J'imagine bien un petit écran de contrôle ou des petits reports où vous avez toutes les infos. Non, on va jusqu'à gérer les réseaux sociaux, regarder les réseaux sociaux s'il ne se passe pas quelque chose. Maintenant, aller sur Waze pour dévier s'il faut, avoir des contacts avec Waze pour dire... c'est à ce niveau détail. Vous êtes pour pouvoir orienter un flux. Il faut tout gérer. Okay. Oui. On s'est aperçu. Alors nous, on a le défaut, c'est qu'on n'a qu'un accès. Enfin, globalement, on a un accès principal. On a un accès de secours, on a un accès principal. Mais les routes qui arrivent sur cet accès, il y en a pratiquement 3, on va dire. 3 nationales principales. Et une année, on a eu un gros problème. Il y avait des bouchons énormes. C'est 7-8 ans, je ne me rappelle plus quelle année, mais et on s'est aperçu, c'est que tous les gens qui mettaient la Ferté-Alais, Waze les dirigeait sur la même. Tous sur la même nationale. Tous sur ce qu'on appelle la 191, et ils arrivaient tous sur la 191. Et on s'est retrouvés. Et on a fait des analyses, et après on s'est aperçu que si on venait de Paris systématiquement, on faisait passer par là. Donc alors qu'il y avait d'autres voies, il y avait d'autres voies beaucoup plus rapides. Donc là, un petit message Waze en disant bon, on est des locaux, on organise. Oui, mais tout ça, il faut s'en apercevoir bien sûr. au fil du temps. Le retour d'expérience, pareil, en aviation. Et voilà, donc on essaye de travailler sur tous ces points-là. Ok, donc faut vraiment penser à tout, et quand on se plante, se noter pour l'année d'après. Au fait, tiens, on pensait être bien cette année là-dessus, tous les ans, heureusement, on fait des rétex, surtout sur les autorités. Mais globalement, il y a toujours à s'améliorer. Il y a toujours des choses qui n'ont pas marché. Mais voilà. Et du coup, là, on voit un peu comment ça se passe jusqu'au moment du début du meeting. Et toi, donc, concrètement, quand le meeting commence, quand c'est l'arrivée des spectateurs, ou même le matin même, c'est quoi ton poste et où tu dois coordonner un peu tout le monde? T'es dans le poste de contrôle, comment ça se passe? Le matin, il y a les briefings avec toutes les équipes de sécurité. Ouais. Donc, moi, mon premier rôle, c'est les briefings sécurité, que tout soit prêt à ouvrir de bonne heure, mais vraiment que toute la sécurité soit en point, donc au PC sécurité avec les autorités, donc le sous-préfet. En général, on a le sous-préfet qui est présent ou le préfet qui est présent pendant toute la durée du meeting. Donc les autorités sont là. Donc ça, c'est le premier point, que les rentrées se passent bien. Voilà, que tout est lancé. Et après, je veux pas dire moi, je suis un peu plus déchargé en tâche. Après, c'est plus ma tâche, elle est plus de la représentation avec les officiels, les autorités qui peuvent être là, les invités. Un peu de relations publiques, parce que j'ai cette chance-là. Après, c'est d'être un petit peu déchargé de ça, de me tenir au courant des flux et mais maintenant, ce qui a changé aussi, on parlait de ce qui a changé, c'est que avant les billets, on les vendait à la porte. Ouais. Maintenant, avec Internet, ça a beaucoup changé aussi. Ça. Tu sais déjà un peu combien de personnes vont venir parce que oui, alors c'est là où c'est bien, mais on peut voir si ça va à la catastrophe ou pas. Si jamais il n'y a que 5000 billets vendus à la veille, et on se dit mais est-ce qu'ils vont prendre au dernier moment ou pas? Et c'est de plus en plus tard. Ah ouais, ok. Vous voyez cette tendance, les gens se décident au dernier moment. Oui, depuis 2 ans, c'est vraiment le matin même ou la veille? Pratiquement la veille. Hein. Il y a 2 ans, tu vois, on va dire, alors je compte vraiment les entrées payantes et le billet qui est acheté, parce qu'après il y a plein de solutions. Sur, on va dire 23 000 billets, il y avait 9 000 le vendredi après-midi. Ouais, quasiment la moitié, quoi. Alors qu'il y a des années où c'est progressif, ça monte, et il y a des années où c'est fonction de la météo. Donc il faut se faire aussi à ces nouvelles tendances où en fait il n'y a rien de sûr tant qu'il n'y a pas cette rentrée. On a commencé, on vendait 3 000 billets par Internet. Maintenant, on va en vendre plus de 10 000, au moins 10, 15 000, ça dépend des années, mais ça monte. Ce qui est pas mal en termes de logistique pour l'arrivée, en termes de flux, ça fluidifie un peu plutôt que les caisses, c'est pas si mal. Oui et non, parce que par exemple l'année dernière, on a eu un blocage à un moment, on s'est rendu compte que les gens ne téléchargeaient pas leurs billets. Et il n'y a pas Internet, enfin il y a un moment où ça sature quand il y a 10 000 personnes au même endroit. Et quand vous avez des gens qui disent mon billet sur mon téléphone, j'arrive pas à le télécharger à l'entrée. Aïe aïe aïe.
Donc là, on essaye de mettre des procédures pour que les gens aient au moins téléchargé leur billet. Ok. Et ça veut dire aussi, enfin là, vous n'êtes pas au stade où vous pouvez contacter les fournisseurs de télécom pour leur dire attention. On n'est pas ravitaillé par les corbeaux, mais presque. Non, puis sur on va dire les stades de foot, ils sont organisés pour. Nous, c'est un événement, une journée, enfin 2 jours. Ouais. Ils vont pas mettre. Ils vont pas mettre 2-3 antennes de plus pour une fois dans l'année. Il y a une saturation normale. Donc là, on va faire des rappels aux gens de bien. Ok. Il faut penser à ça aussi. Oui, parce que c'est normal, il y a les nouvelles générations, tout est Internet, mais bon, oui, on l'a. Mais s'il n'a pas été enregistré et téléchargé, c'est raté. Mais quand on arrive en bas, il n'y a plus de flux. Compliqué. Ok, et donc du coup, là on arrive, le meeting se passe bien. Est-ce que tu as eu quelques fois où vraiment des grosses galères à gérer, est-ce que tu as un peu quelques petites anecdotes de vraiment le truc que tu t'y attendais pas et ça t'a... On a eu, oui, il y a toujours des grosses galères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on en a eu par exemple compliqué avec des reconstituteurs. Vous savez que les reconstituteurs, il y en a... Les déguisements peuvent être plus ou moins acceptés. Une année, ça a été alors, on n'a pas réussi à le prouver, mais c'est passé sur des radios qui avaient des problèmes. Enfin, voilà. Et à gérer en live, c'est un peu compliqué. On a eu des cas aussi avec des gens qui, à la fin de la journée, étaient un peu alcoolisés, mais quand ça commence à être, je dirais, pas des officiels, mais des représentations diplomatiques. Compliqué de recadrer. C'est des choses assez compliquées quand c'est les pays étrangers. Tu marches un peu sur des œufs. Ah oui, à ce point-là, oui, d'accord. Non, c'est des anecdotes, parce qu'il y a des trucs, des problèmes d'avion qui arrivent pas, enfin, un problème dans le timing des avions ou des choses que, de toute façon, c'est de l'aviation, j'irais même, on peut transposer le meeting aérien, c'est un vol, et il peut y avoir n'importe quelle panne. Je me rappelle du premier meeting que j'ai fait en logistique, on avait, c'est tout bête, mais une fuite d'eau. On n'avait plus d'alimentation en eau et on a passé 2 heures à trouver. Bien sûr, la fuite, elle était dans un passage où on pouvait pas le voir. Et là, il y a quand même plein mal de personnes qui ont besoin de boire de l'eau. Il y a du café, c'est pas du cabord. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui sont redondantes, mais il y a plein de choses. Le grain de sable, on n'est jamais à l'abri du grain de sable. On aura beau tout prévoir, passer 6 mois à tout penser à tous les scénarios, on n'est jamais à l'abri du grain de sable. On est un événement live, un événement en extérieur, la Ferté, comme. Il faut dire Cerny-la-Ferté-Alais, parce qu'on est sur le terrain de Cerny. Mais voilà, c'est vivant. Ok. Et donc, du coup, tout ça se passe, un beau meeting, beau temps, tous les avions volent. Et donc là, tu dis souvent, les personnes, tu as des contacts après, des personnes qui te disent, là, ça y est, mon fils, me faire mes enfants. Déjà, oui, on est heureux quand tout se passe toujours bien, donc c'est toujours je dis, chaque meeting est plus exceptionnel que celui d'avant. Et ça, c'est vrai que c'est une fierté qu'on arrive à avoir. C'est le travail de tous ces bénévoles, de toutes les équipes, à voir le public heureux. Parce que je crois que les gens aiment la fierté. Quand on y vient, je pense qu'on a envie d'y revenir. Ils sortent avec le sourire, du coup ils reviennent. Et une chose aussi qui me fait plaisir à chaque fois, c'est que les gens qui ne sont pas du milieu aéronautique, parce que tous les ans, je fais venir aussi des gens qui habitent dans le secteur, parce que c'est les pires. Des gens qui habitent donc les communes avoisinantes, qui connaissent le meeting depuis 30 ans, 50 ans, mais qui ne sont jamais montés. Et j'ai encore eu l'année dernière un exploitant agricole qui est très proche, qui n'était jamais monté sur le terrain. Mais ils le voient d'en bas. Ils se disent, on le voit d'en bas, mais ils s'imaginent pas ce qui se passe en haut. L'ambiance, l'atmosphère, justement. Et quand ils viennent, ils me disent, mais pourquoi je suis pas venu pourquoi je suis pas venu avant? Voilà. Et là, donc, dans tes journées, avec toute l'organisation, etc., t'as quand même le temps d'aller à l'échelle de l'individu autour, de parler aux gens. Enfin, t'as quand même mais ça, c'est des retours aussi qu'on a après. Mais moi, après, une fois que le spectacle est lancé, après, c'est mon job, c'est du relationnel, c'est
Et puis bon, des points de sécurité. Mais c'est assez génial comme investissement de se dire que bah voilà, t'as le temps d'aller parler à ces personnes. Le plus, on va dire, pas le plus contraignant, mais c'est un côté un peu désagréable à chaque coup, c'est que quand le soir arrive, tout le monde fait aller boire une bière avec les copains et tout, et d'aller être obligé d'aller faire le débriefing au PC sécurité, ou le dimanche soir de les faire toutes les... Tu rates la première tournée ou la première, la deuxième, la troisième. Je rate beaucoup. Et ça, c'est un peu frustrant. C'est le mauvais côté de l'organisateur. Je peux comprendre. Et donc voilà, bon, on a rebalayé un peu tout le meeting et du coup on arrive au moment où on peut revenir là pour boucler la boucle, au moment de se dire tiens, c'est quoi les finances d'un meeting. Donc après, là, si on peut donner les ordres de grandeur, vous posez autour de la table, vous dites tiens, on a quoi comme rentrée, on a quoi comme dépenses. C'est quoi les ordres de grandeur? Les dépenses, on les connaît d'avance. Oui, mais du coup, au moment de faire les comptes. On le voit tout de suite avec le public. Je dirais, il n'y a pas trop d'incertitude en fonction de l'affluence, puisque nous, c'est la billetterie qui fait le gros du budget. Donc, ça, on le sait tout de suite. Enfin, les grandes lignes. Après, tu vois les tendances, quoi. On voit la tendance, on voit si on s'en sort, si on s'en sort pas. Jusqu'à présent, on s'en est toujours sorti. On a toujours réussi à équilibrer le coût du meeting. La seule chose, c'est que pour que l'association vive, il faut que le meeting nous permette d'absorber nos charges. Et ça fait 2 ans où on n'absorbe pas nos charges, et donc là, ça devient compliqué. Donc l'année dernière, on a équilibré tout juste un peu par miracle, parce qu'au début, j'étais pas fier et je pensais pas qu'on y arriverait déjà à ce point-là. On a réussi à équilibrer les budgets on va dire du week-end, mais ça finance pas l'association à l'année. Et si ça finance pas l'association à l'année, ça veut dire qu'il faut vendre du patrimoine. Et donc là, c'est toujours un peu triste de voir des avions partir. Voilà. Donc cette année, on a vendu 3 avions, et voilà, parce qu'il faut payer ses charges. On a des charges locatives, on a des charges d'entretien des avions, on a quand même une flotte de 30 avions. Ouais, c'est énorme. Voilà. Alors c'est surtout un problème de trésorerie, parce que par notre travail tout au long de l'année, puisqu'on restaure des avions, ils prennent de la valeur. Il y a un gros capital avion, mais en termes de trésorerie pour payer mais le loyer. Le but, c'est pas de vendre des avions, c'est pas de restaurer des avions pour les revendre, c'est c'est de développer cette collection et de garder ces avions en état de vol. Donc, ça a été très difficile. On a vendu. Alors, le DC-3 n'était pas prêt de voler, mais on était obligé de se séparer du DC-3, plus le Cap 20, qui était aussi une pièce de musée, parce que c'était le Cap 20 l'Arlésienne, qui était unique. Et voilà, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, tu es gestionnaire. C'est une association. C'est une association, il y a plus de sous dans la caisse, il faut trouver de l'argent. Et là où le meeting est censé vous permettre de vivre et donc au moins de payer les charges, on va dire pas de financer des restaurations d'avions, mais au moins de payer les charges. Là, c'est quand des fois il est juste à zéro, il reste les charges de l'année à payer. Alors, l'année dernière, il restait les charges. Les années où on a réussi à faire un peu de gras, de toute façon, c'est du bénévolat et tout est remis dans la collection. Voilà, il n'y a pas de... Il y a pas de secret. Et puis c'est l'aviation, même si la collection, on travaille beaucoup nous-mêmes, il faut refaire des pièces. Bien sûr, mais tout coûte énormément. Je dirais, c'est pas le prix d'un avion en CDN, mais globalement, ça coûte un petit peu de sous. Alors on arrive à avoir un peu de mécénat. Sur le Dragon Rapide, on a le Crédit Agricole Mécénat qui nous a aidés. On a lancé des cagnottes, des souscriptions. On va peut-être faire un appel. Si vous voulez voir des beaux avions, il faut nous aider. Et puis en venant au meeting, vous nous aidez aussi à permettre à tout ça à ce musée volant de continuer à voler et de continuer à avoir beaucoup d'appareils dans le musée. Voilà. Alors on est un des acteurs du musée, parce que le musée, c'est la société Salis Aviation. Oui, il y a plusieurs associations. De la JBS, je voulais dire le fait que vous avez votre patrimoine volant. On a la chance, comme je dis, et c'est un peu ça, on a la chance d'être sur un terrain exceptionnel, qui a été créé par Jean-Baptiste Salis et Jean Salis, et qui est maintenant Baptiste continue avec et puis avec sa société AVA et avec le musée volant. Nous, on est un des acteurs là-dedans, et on a un coffre à jouets exceptionnel. Je pense que on s'en rend pas compte quand on vient sur le terrain. Globalement, je pense que je me rappelle
plus jeune membre d'Aéroclub quand j'étais en Aéroclub, j'étais venu me poser une fois à la Ferté-Alais. C'était Disneyland, hein. C'était Disneyland, voilà. Bon, maintenant, je suis peut-être un peu blasé, mais on s'en rend pas compte. Ouais. On s'en rend pas compte. C'est pas des DR400 dans les hangars. C'est pas des R400. Moi, je te dis, j'ai perdu mes licences, j'ai plus de médical, donc je peux plus voler depuis quelques années. Malheureusement, ça c'est un peu compliqué, mais j'ai pas énormément d'heures, mais j'ai volé sur des machines exceptionnelles. Ouais. C'est là le rêve de gosse. Comme je disais, on parlait du Storch, moi mon rêve ça a toujours été de voler sur un Storch. Quand j'ai pu piloter le Storch, c'était exceptionnel pour moi. L'avion de ton premier meeting, sur la base Aéromodélis où tu voyais le Storch, ça y est, t'as pu monter dedans, quoi. Rêve accompli. Voilà, j'ai eu la chance de monter dans des avions exceptionnels. C'est c'est aussi une récompense. C'est comme tu me dis. Puis de rencontrer les gens. Maintenant, c'est la rencontre aussi. Le milieu aéronautique est un milieu aussi, moi je trouve très ouvert où tout le monde, il n'y a pas d'échelle en fait. Je trouve que c'est un milieu qui est sympa pour ça. Ouais. Mais encore faut-il pouvoir y rentrer, et les meetings c'est une des portes d'entrée, parce que sinon on sait pas trop où se pointer. Là, non, je pense que oui, mais c'est qu'une question de volonté. Ouais. Comme je dis, hein, dans tout milieu, dans le bénévolat, faut rien attendre de ce qu'on. Enfin, si on vient pour essayer d'avoir quelque chose, c'est pas pour ça. Faut donner, et on aura toujours à la hauteur de ce qu'on donne ou pas, mais de son implication, on aura un retour un jour ou l'autre. Ouais. Il y a des choses sympas qui se passent. On donne, on sait pas trop ce qu'il va y avoir derrière, mais ça s'enchaîne. Et c'est incroyable l'aventure. C'est pas on va se pointer, tiens, je m'inscris à l'association et puis je vais avoir le droit à tout. Non, c'est un juste retour et puis ça se fait naturellement. Mais c'est très ouvert en fait comme milieu. Il suffit de s'impliquer, c'est tout. Hein, et de la volonté de s'impliquer et puis. Voilà, moi j'ai rien fait de spécifique à part m'impliquer et de donner du temps comme vous faites ici. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, mais tout à fait, mais ça, faut à un moment se dire, bah tiens, on se lance et on y croit et on se donne à fond. Comme moi, votre récompense, c'est de rencontrer des gens. Voilà, et c'est là où on se fait plaisir, on a le bonheur. Et puis, si on fait rien, on n'a rien en retour. Mais on sait pas trop dans quoi on se lance au début, puis finalement, il y a plein de choses qui se passent, ça s'enchaîne. Et malheureusement aussi, c'est un peu une tendance, enfin j'espère que ça reviendra, mais il y a de moins en moins de gens qui s'impliquent. Donc quand on commence à s'impliquer un petit peu, on met le doigt et on se retrouve vite à avoir ce MeToo. Vite des galons. Ouais, non, mais voilà. Des galons et une liste, une to-do list. Si on va vraiment s'impliquer, ça va vite, mais voilà, c'est parce qu'on le veut bien aussi, mais... Voilà. On a balayé beaucoup de choses. Je te remercie pour tout ça. Je propose qu'on finisse avant de faire le petit jeu, juste qu'on affiche l'affiche de cette édition et que tu nous dises un petit peu déjà quelques appareils. Vas-y. Je pas dit que je vais quand même dire. Avec plaisir. C'est que on parlait de la survie des meetings aériens. Ça va être compliqué parce que les coûts sont de plus en plus chers. Il faut que tous les acteurs de l'aéronautique s'engagent derrière. Et il y en a qui ont très bien compris ça. C'est les armées, particulièrement l'armée de l'air et de l'espace. Il faut le reconnaître que le jour où l'armée de l'air et de l'espace arrêtera les ambassadeurs, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de meetings en France. Et ils ont compris que c'était aussi là qu'ils allaient faire du recrutement, qu'ils allaient faire de toute façon les ambassadeurs s'en allaient laisser l'image. Et je remercie beaucoup quand même l'armée de l'air et le chef d'état-major parce que ça je pense que l'aviation de collection, les meetings, c'est un moteur, mais ils l'ont compris. Ils font l'effort au sol, en l'air, de vous faire une grosse dotation. Voilà, oui, nous et d'autres meetings, mais voilà, et c'est dommage que moi je trouve que les industriels alors on a des partenaires, pas la même fibre pour le patrimoine. On a Dassault qui nous aide, on a quelques industriels, mais globalement, je trouve qu'ils s'impliquent pas assez pour donner cette fibre dans l'aéronautique, et c'est dommage. Donc, ton message que les industriels se copient la façon de faire de l'armée de l'air, qui a une recette qui fonctionne. L'armée de l'air, la marine à moindre échelle. On va dire les armées. Mais globalement, l'armée de l'air avec les ambassadeurs, c'est un outil formidable. Et le jour où ils arrêteront, je pense qu'il y aura un gros souci pour les meetings. Message passé, espérons qu'il continue et que ça fasse pas. J'avais une toute dernière question pour conclure l'interview. Sur toutes tes années de meeting du temps des hélices, c'est quoi la démo qui t'a le plus marqué? Alors c'était
pas certainement une année où j'étais président, c'était avant quand j'étais simple parking, mais c'était Xavier Delaparent. La démo Voltige de Xavier, c'est une démo qui m'avait vraiment impressionné. Voilà, c'était un événement. Après, les premiers, et un autre, mais là c'est particulier, c'est plus vieux. Le passage bas du 747 du TA, mais c'est parce que je travaillais sur l'avion. Donc, ça, tu voilà, l'avais vu de près là-dessus. Okay. On peut dire le passage du Concorde aussi à Ferté, mais parce que j'étais plus petit, je pouvais le voir. Mais voilà, depuis que je suis vraiment dans l'organisation, ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment impressionné. Okay. Ça fait quelques années, mais après tous les ans, il y a des choses. Puis cette année, on a peut-être une surprise. Ah, et du coup, cette année, par exemple, un tableau ou une nouveauté, qu'est-ce qui te, cette année, voilà, si tu devais dire en quelques mots, le pitcher, le meeting de cette année, les tableaux, pour finir, voilà, on a parlé de toute l'orga, etc. Maintenant, faisons rêver avec les appareils et le meeting. Eh ben, on espère, on est en train de monter une petite surprise, et si on arrive à y arriver au bout, on va pas dire. L'époque de la surprise. Ah, elle est très large. Ah, très large. Elle est très, elle est très large. C'est une épopée, mais voilà. Rendez-vous le 23 et 24 voilà, pour la voir. Ouais, il faut venir voir. Et il y aura un petit teasing sur les réseaux sociaux avant. Certainement qu'on aura non, je pense qu'il y aura un teasing quand on aura le top. Pour l'instant, on n'a pas le top, ça dépend pas de nous malheureusement. Donc faut vous suivre pour voir tout ça. Voilà, il faut laisser le suspense. D'accord. Voilà. Et sinon, dans des appareils qui étaient jamais venus, qui vont pouvoir venir pour la première fois, il y en a peut-être où j'ai pas tout. Il y a alors c'est plus Warbird, un 109, un Speed. Qui viennent d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a comme avion? Je le connais à force. Avec le tableau, non mais c'est situé. Sur le tableau, on a le Rafale au display qui nous a manqué l'année dernière. Okay. Donc voilà, plein de belles choses à découvrir. Voilà. Le plateau se dévoile petit à petit sur votre site, sur Instagram. Et on a essayé de faire beaucoup de ludique aussi pour les enfants. Hein, parce que garder l'esprit familial. L'esprit familial, et puis l'idée c'est de donner envie aux enfants de vulgariser l'aéronautique. Voilà. Une belle mission. Voilà. Écoute, merci beaucoup Cyril pour tous ces détails. Moi, j'étais ravi de pouvoir plonger comme ça dans les détails parce que oui, on arrive à un meeting, on est un peu consommateur. Hein, c'est comme on paye sa place et on arrive, on profite, mais on se rend. Puis on espère que ça sera le premier vol de notre Dragon Rapide, puisqu'on a. Avec plaisir. Magnifique Dragon Rapide sur l'affiche de Romain. Exactement. Du coup, après cette belle interview, on nous a préparé un petit jeu, Alexandre. Dis-nous tout sur ce jeu. Pour conclure l'émission, je propose un petit moment ludique, un petit moment où on va pouvoir jouer tous ensemble. J'ai préparé donc un Guess Aircraft, c'est-à-dire que va y avoir plusieurs manches où une photo d'avion zoomé va apparaître. Il va falloir deviner à quel avion appartient cette photo. Et donc, il y a 8 appareils qui sont cette année au meeting. Donc, c'est déjà une aide que je vous donne. Et voilà, ça va s'échelonner petit à petit, retrouver de qui il s'agit. Si tout est bon à la région, on va pouvoir commencer avec la première manche. N'hésitez pas dans le chat, je récupère donc les questions et donc le chat en direct. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la partager dans le chat. On s'en servira bien sûr pour s'aider. Voilà, c'est facile. Donc là, on commence avec le premier. Voilà. T'es 6-0. Exactement. Voilà, c'est un avion que j'ai piloté. Assez particulier quand même. C'est un bijou du coffrage du fameux coffrage de la Ferté. Oui, alors c'est un avion de cinéma, hein, mais c'est un T6 qui a été modifié. Donc il y avait des pièces qui avaient été faites pour un film. Hein. Et ensuite, un soir au bar où les jeunes de la JBS ont dit mais si on refaisait un 0 et on a retransformé un T6 en 0. Bingo. Voilà. Et voilà. Et maintenant c'est un des avions fétiches de l'association. Génial. Et donc là dans le chat, Tarkuit avait la réponse. Merci Tarkuit. On va pouvoir passer au deuxième avion. Voilà, le Dragon Rapide. Ça, donc celui de l'affiche. Alors, c'est un montant en difficulté. À noter que cet avion, quand même, Pierre Dague et Jean Salis ont fait un raid sur New York. Ah oui. Traversé l'Atlantique avec cet avion. Ah ouais, ok. Génial. Il y a une histoire folle là. Il y a une histoire, sous le nom de Blue Way à l'époque. Il est trop beau. Et un petit mot à un ami, malheureusement, qui nous a quittés, qui était un membre très influent de l'amicale, qui s'appelait Jérôme de Gabrielli, qui m'a convaincu de lancer la restauration de l'avion. Ok.
vous aviez déjà l'avion, mais il fallait lancer la restauration. Oui, vous aviez déjà. j'étais Ok. pas trop chaud à le lancer. Et c'est lui qui a tout Il fait a pour su me te voilà, convaincre. qui a su me convaincre. Ça fait combien de temps du coup que ça a été lancé? Ça fait 5 ans qu'on a commencé le projet. Enfin, parce qu'on au départ. parle pas beaucoup, mais c'est des temps très longs. Enfin, voilà, restaurer Alors, des avions. faut donner le mérite à Jean-Pierre Toublanc, qui est le responsable de l'avion, qui travaille énormément dessus et qui a des mains en or. Et voilà. Ok. Mérite rendu. Je pense que ça va être un des plus beaux dragons rapides qu'il va y avoir en état de vol. Eh ben, On va pouvoir passer au 3e avion. Le Pégou. Oh là là. Alors, on dit, c'est une réplique, mais on dit le premier avion de voltige, en fait, parce que ça se bagarre un peu avec les Russes, mais voilà. Charles Pégou qui aurait fait une boucle avec cet avion. Ok. Ça devait être sport. Ouais. On va pouvoir passer au prochain. Là, c'était encore le gouverne à l'époque où il gauchissait. Voilà, notre navire amiral. Là, Antoine, tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. Celui-là, tu l'as pas? Junker 52. Si, mais en plus, avec j'ai pas eu le temps de regarder avec ça. Donc c'est mais oui, avec la tôle ondulée, j'aurais pu l'avoir. À noter que c'est le seul avion, enfin le seul Junker 52 encore en état de vol au monde. Ok. Voilà. Qu'on a un petit peu d'aide par. Alors là, c'est une vieille photo parce que c'est l'ADS, mais ouais, Airbus. Ça a changé. Airbus nous aide nous donne un tout petit peu d'argent tous les ans pour le maintenir en état de vol. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est les moteurs, c'est la structure, c'est l'intégration. Alors, ça peut être trouver des pièces rares dessus. Ce qui est compliqué, c'est les moteurs. Et on refait les moteurs nous-mêmes. Okay. Il a les moteurs d'origine. C'est beaucoup de Junkers qui volaient encore il y a quelques années avec des moteurs américains. Ils avaient été remotorisés. D'accord. Celui-là a encore les moteurs type d'origine. Et donc on refait les moteurs, c'est-à-dire qu'on refait faire, on moule les pistons, on refait fabriquer quasiment toutes les pièces, refait les embielages, et là actuellement les moteurs sont un peu en bout de potentiel parce que depuis qu'on a refait cet avion il y a 20 ans, il a fait plus de 800 heures. C'est énorme. Et au moins plein de gens ont pu le voir en l'air. Ouais. Et le challenge là, on est en train on a déposé un moteur et on va essayer on est en train de finir de remonter un moteur neuf. Le problème de ces grosses machines, c'est que si on les fait voler sur l'extérieur, s'il n'y avait pas de pièces de rechange, que l'avion tombe en panne, il est foutu. Ouais. Donc il ne peut pas quitter le terrain s'il n'y a pas déjà des moteurs en bon état, mais surtout un moteur de spare pour pouvoir le ramener en cas de problème. Au moins un moteur de spare. Et là, c'est un gros challenge. Financièrement, c'est un gros challenge. Ok, c'est quasi contrainte de compagnies aériennes qui ont besoin d'avoir des spares pour pouvoir. C'est des défis qu'on n'imagine pas forcément. Sur les avions de collection, quand vous les envoyez sur un terrain extérieur, il faut savoir que certaines machines, si on ne peut pas les récupérer, si elles couchent dehors, c'est foutu. Il faut pouvoir ramener tous ces petits bijoux au hangar, quoi qu'il en coûte. Et c'est le seul qui reste en état de vol au monde. Ok, c'est génial. Incroyable. On va pouvoir passer au prochain. Le B-17. Lui, ça va. Voilà. Le Pink Lady. Voilà, alors Pink Lady, donc c'est pas un avion de la JBS, c'est un avion qui est sur le terrain, c'est Forteresse toujours volante, qui ont le projet à long terme. Je fais partie de l'association aussi, de faire revoler cet avion plus ou moins court terme. Donc petit à petit, voilà. Après, c'est aussi une question de finances. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que l'avion est sain et qu'il pourra revoler. Voilà. Là, au meeting, il y en a un d'Angleterre qui vient. Non, on n'a pas les budgets. Ok, non, je sais pas. Mais il y en a qui volent en Angleterre, c'est ça. Voilà, le problème, c'est que les Warbirds sont devenus à des prix tellement. Ce qui est normal, mais quand on est organisateur de meeting, on regarde la facture derrière. Voilà. C'est raisonnable. Et on n'est pas on peut pas se permettre de faire un meeting de Warbird parce que on n'a pas parce que la collection volante, elle est souvent sollicitée dans d'autres meetings. Alors oui, on est tous sollicités plus ou moins, mais étant donné que les déplacements ça devient de plus en plus compliqué d'aller sur l'extérieur, il y a de plus en plus aussi heureusement il y a de plus en plus de collectionneurs, donc si avant on allait souvent traverser la France pour faire un meeting, c'est moins courant maintenant. C'est un peu plus local maintenant. Enfin voilà, on a les appareils. Tous les déplacements. Voilà, cette année, j'aurais bien fait voler je voulais faire venir le Nord Atlas, par exemple, mais quand vous regardez les coûts, il y a des choix à faire. Bien sûr. Et malheureusement,
Voilà. Faut tout équilibrer à la fin. Donc voilà, on regarde et on dit oui, non, Et malheureusement, en fonction des coûts, souvent c'est le plateau avion qui pâtit parce que. On va pouvoir passer au prochain appareil. Bronco, qui sera présent au meeting. Du premier coup. C'est C'est un avion extraordinaire, ça. C'est bien vraiment très fort. C'est Oasis. impressionnant. En plus, là, c'était. Bon, Ouais, c'était pas. Bon, il y avait la livrée, mais quand même, c'était un petit coin. Et puis le mérite aux gens de Montélimar de faire voler cet avion. Donc, c'est vraiment une machine magnifique. Et Montélimar, le musée européen qui le fait voler avec le tracker. On embrasse Papy Fred. Chaque émission, c'est très fort, Papy Fred. On va pouvoir passer au prochain appareil. Alors ça commence à être un peu plus dur. Alors dire lequel exact, enfin je sais c'est quel avion, mais lequel c'est un 109, mais lequel, je ne dirais pas le dire. Un 109 ça? Ok. Non, le train quand même. Ouais, non, c'est un 109. Il me semble que c'est un F10. Ouais. J'ai pas précisé. C'est le 12 rouge. Je ne sais plus quel modèle c'est, mais ça fait quelques années. Hein. Ouais. C'est vrai que le train est... Mais c'est pas la Ferté-Télé. Mais qui va venir cette année. Donc là, il y en a un, normalement. Il nous a fait faux bon l'année dernière, donc on cette espère année, c'est la doigt, on espère qu'il sera là cette année. C'est pareil, hein, quand on annonce des avions, c'est aussi une angoisse de l'organisateur, hein, tout meeting, c'est que tant que les avions sont pas sur le terrain... Ouais. Potentiellement, ils étaient dans le programme, mais on les verra pas en l'air. On parlait des choses un peu exceptionnelles quand on a fait le meeting, et en parlant tant qu'il n'est pas sur le terrain, c'est quand j'ai fait venir Zapata. Tant qu'il ne m'a pas appelé en disant je suis allé sur le terrain, j'avais un doute. Lui-même avait un doute peut-être. Non, mais globalement, tu te dis, tiens, voilà, faire venir Zapata, c'était quand même un truc un peu spécial. Et voilà, j'étais très heureux quand il m'a dit je suis sur le terrain. Petite anecdote au passage. Je vous donnerai une autre après sur notre. On va pouvoir passer au dernier. Compliqué. Lui, il est un peu. C'est le plus compliqué entre guillemets à trouver. Mais j'en suis assez heureux. Ouais, je suis heureux si tu es heureux, Alexandre. Non, mais on verra si dans le chat ils l'ont peut-être. Hein. Alors là, franchement, j'en shoot mon micro. Moi aussi, je suis collé. Franchement, ça fait profil d'aile symétrique, donc je pense avion de voltige. J'ai l'impression que c'est un profil un peu, non? Je vois pas. Dans le chat, il n'y a pas d'idée. Asbou nous demande un indice, Alexandre. Un indice? Ils volent à plusieurs. Ils vont voler à plusieurs. Ils vont voler à plusieurs. Je parle de Autant des hélices. Ah, ce serait pas un... Non, c'est trop petit. Non. Il est dans le tableau. Ah, en plus, je vois pas du tout. Et il y aura plusieurs avions comme ça à la Ferté? Oui, ils volent à plusieurs. Il y aura plusieurs avions comme ça. Ils sont plusieurs à l'intérieur, mais ils sont plusieurs avions en plus. Je sais pas. Vous ne reconnaissez pas Tarquid nous dit un Alpha Jet. C'est totalement un Alpha Jet à de France. Ah bah alors là, bien joué. Ah ouais, non mais... Fallait zoomer au bon endroit. Hein. Ah non mais... Oui, mais sinon, tu prends n'importe quel endroit d'un Alpha Jet de la Patrouille de France, c'est assez évident. D'accord, non mais là, franchement... Fallait bien... Ok, alors là, franchement, Tarquid, immense respect, bien joué à toi, parce que franchement... J'ai vu que Cyril a été un expert dans quasiment tout le reste, donc fallait un peu complexifier la fin. Mais en tout cas, bravo à tous les deux, parce que vous avez quand même réussi à quasiment trouver chaque appareil. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. Merci, parce que franchement, je n'aurais pas eu tous. Je n'en aurais pas eu. Mais voilà, faut pas hésiter. Ils seront normalement du tac au tac. tous présents, donc le 23 et 24 au Tain, Cerny, la Ferté-Alais. Donc faut pas hésiter à foncer les voir. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission, nous avoir partagé. De partager cette passion, et puis on espère qu'il y aura de nombreux publics pour partager avec nous, et puis pour que ça pérennise et qu'on puisse tous les ans relancer
Faut C'est pas le grand hésiter plaisir. donc à suivre la JBS et le temps de Zélis Oui. sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Voilà, les réseaux. prenez votre C'est place bien. pour le meeting cette Voilà. belle fête aérienne. Arriver de bonne heure pour en profiter toute la journée. Exactement. Voilà. Passer du temps au sol, aller rencontrer les équipages, les appareils, regarder, tout voir, et puis passer du bon temps sur un beau terrain d'aviation. Voilà, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Voilà. Et ben voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Donc pour rappel, ce sera le 23-24 mai. Nous étions avec donc Cyril Valente, depuis 15 ans président de la JBS, mais un investissement associatif depuis bien plus longtemps Oula. que ça. Donc la JBS qui chapeaute le meeting. Nous de notre côté, on aura peut-être. Tu y seras toi, Alexandre, à la Ferté? Bien sûr, c'est un Bien sûr. incontournable. On peut pas rater. Moi, donc j'avoue, c'est l'heure du mea culpa. Je n'ai encore malheureusement jamais pu aller à la Ferté, donc j'espère y aller cette année pour voir tous ces beaux appareils. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous nous croisez sur les meetings, à venir nous rencontrer. On a toujours beaucoup de plaisir à rencontrer de potentielles personnes qui nous regardent. Donc n'hésitez pas. Et d'ici là, on se retrouve donc pour une prochaine émission Dans 2 semaines, Dans 2 semaines. on va parler d'Assaut Aviation. D'Assaut Aviation dans 2 semaines. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux, les rediffusions. Et bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis.